Je m'appelle Joshua. J'ai 32 ans. Et le jour où j'ai réalisé que je n'appartenais pas vraiment à ma propre famille a commencé par le son d'une notification. Avant que je ne vous raconte comment j'ai fait s'effondrer le monde parfait de mon frère et repris ma vie en main, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. J'étais à mon bureau, tard un mardi. C'est généralement là qu'on pouvait me trouver. Je travaille dans la gestion de crise. En gros, quand de grandes entreprises ou des gens riches font une bêtise, ils m'appellent pour nettoyer le sang sur le sol avant que la presse ne le sente. Je suis bon à ça. J'ai l'habitude de nettoyer les dégâts. C'est une compétence que j'ai apprise jeune, principalement grâce à ma famille. Je passais en revue un contrat pour un client, sirotant un café tiède, quand mon téléphone s'est allumé. C'était une notification Facebook. Je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps pour ça, mais c'était une identification de ma tante Carole. Vous connaissez le genre. Elle aime les ragots plus que l'oxygène, postant toujours des photos floues de ses chats ou des mèmes politiques qu'elle ne comprend pas. Elle avait écrit « Je n'arrive pas à croire que je suis invité. Ce mariage va être l'événement de la décennie. Tellement fier de notre Caleb. » En dessous, il y avait des photos. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué dessus. C'était des photos d'enveloppes en papier cartonné épais et crémeux. Il y avait un seau de cire rouge avec le blason familial que mon père, Robert, avait inventé il y a 10 ans pour se sentir important. De la calligraphie dorée. Ça criait l'argent. Ça criait la perfection. J'ai zoomé. Tante Carole, fidèle à elle-même, avait fièrement posté l'encart de la liste des invités qu'elle avait trouvé dans l'enveloppe. Elle pensait probablement être utile. J'ai parcouru les noms. J'ai vu mes cousins. J'ai vu les voisins avec qui nous avons grandi. Des gens qui ont déménagé en Floride il y a 5 ans. J'ai vu les partenaires de golf de mon père. J'ai même vu le nom du facteur qui nous livrait le courrier quand j'avais 12 ans. Nom après nom après nom. Puis j'ai cherché le mien. J'ai cherché une fois, puis 2 fois. J'ai utilisé mon doigt pour suivre l'ordre alphabétique. J. Il y avait Jackson. Il y avait Jérémia. Il n'y avait pas de Joshua. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. Le silence du bureau vide m'oppressait. C'était sûrement une erreur. Une erreur d'impression. Peut-être que mon invitation avait été envoyée séparément parce que j'étais de la famille. Je veux dire, je suis le frère du marié. Le seul frère. J'ai vérifié mes emails, mes SMS, mon dossier de courrier indésirable. J'avais même vérifié ma boîte aux lettres physiques à mon appartement plus tôt dans la journée. Rien. Mon cœur a commencé à marteler contre mes côtes. Ce n'était pas de la panique. C'était une réalisation froide et accablante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Ça a sonné 4 fois. Il décroche habituellement à la première sonnerie pour Caleb. Pour moi, j'ai toujours l'impression qu'il finit un sandwich avant de répondre. Allô. Sa voix était bourrue, distraite. Salut, papa, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Je viens de voir le post de tante Carole sur les invitations de mariage. Oh, ouais. Carole doit apprendre les paramètres de confidentialité, a-t-il grogné. Papa, les jeux interrompus. Je n'en ai pas reçu. Il y a eu une pause. Une longue et lourde pause. Le genre de silence qui vous dit que la réponse va faire plus mal que la question. Je pouvais entendre la télé en arrière-plan. Probablement Fox News ou un tournoi de golf. Bon, a-t-il finalement dit, à ce sujet. À ce sujet? Ai-je répété. Je suis son frère. Écoute, Joshua, a-t-il soupiré. Le son d'un homme accablé par une nuisance. C'est le jour de Caleb. Il veut que tout soit parfait. Tu sais comment vous deux, vous vous heurtez. On se heurte parce qu'il est irresponsable et que c'est moi qui le tire d'affaire, ai-je dit, ma prise se resserrant sur le téléphone. Tu vois, cette attitude? A lâché mon père. C'est exactement pour ça. Caleb est sous beaucoup de pression. Il fusionne son image avec la famille Sterling. Il n'a pas besoin d'énergie négative. Il n'a pas besoin que tu le surveilles en le jugeant. Le juger?
Je suis son frère, papa. Vous avez invité le facteur. Vous avez invité des gens qui ne l'ont pas vu depuis 10 ans. C'est son jour, a-t-il répété comme un script répété. Ne ramène pas tout à toi, Joshua. Envoie juste un cadeau. Sois un soutien à distance. C'est mieux pour tout le monde. Ne ramène pas tout à toi. J'ai laissé échapper un petit rire, sec et creux. Donc, je suis banni du mariage de mon propre frère. Pas banni, a-t-il corrigé, sa voix tombant dans ce ton condescendant qu'il utilise quand il pense que je suis émotif. Juste omis, pour le bien de la paix. Nous aurons un dîner de famille après, quand le stress sera retombé. Maman est d'accord avec ça. Ta mère veut juste que Caleb soit heureux. Il se range enfin. Joshua, il épouse Emily Sterling. Sais-tu ce que cela signifie pour cette famille? Pour notre héritage? Nous ne pouvons nous permettre aucun incident. Incident, comme si c'était moi qui les causais. Compris, ai-je dit. Ma voix était plus plate que je ne l'avais prévu. Je ne voudrais pas gâcher la photo. Bon garçon, a-t-il dit, semblant soulagé que je ne me batte pas. Je savais que tu comprendrais. On se rattrape la semaine prochaine. Il a raccroché. Juste comme ça. J'ai fixé le téléphone. Bon garçon. C'est ce qu'on dit à un chien qui arrête d'aboyer. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau. Du 20e étage, les lumières de la ville ressemblaient à un circuit imprimé. J'avais bâti cette carrière. J'avais bâti cette vie. Je gagnais un bon salaire, vraiment bon. Je conduisais une belle voiture. J'avais un casier judiciaire vierge. J'étais le responsable. Mais pour eux, j'étais juste la friction, le rappel de la réalité qu'ils voulaient désespérément ignorer. Il ne s'agissait pas seulement d'un morceau de carton. Il ne s'agissait pas du dîner de poulet ou du bar ouvert. C'était le message, clair et net. Tu n'es pas l'un des nôtres. Tu es utile quand nous avons un problème, mais tu es invisible quand nous avons une célébration. J'ai senti une brûlure dans ma poitrine, chaude et suffocante. Ce n'était pas de la tristesse. Je pense que j'avais dépassé la tristesse. C'était de la rage. Mais c'était une rage froide. Le genre qui aiguise votre vision au lieu de la brouiller. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le calendrier. Le mariage était dans 3 semaines, le samedi 15. Je l'ai noté. Pas « mariage ». J'ai tapé « jour de congé ». S'il ne voulait pas de moi là-bas, très bien. Je n'y serais pas. Mais j'avais un pressentiment. Un instinct viscéral affiné par 30 ans de vie dans l'ombre de Caleb, qu'ils allaient regretter cette décision. Parce que sans le concierge, les ordures ont tendance à s'accumuler très, très vite. Pour comprendre pourquoi mon exclusion n'était pas un choc, mais juste le dernier clou dans le cercueil, il faut comprendre la dynamique. Il faut comprendre l'enfant prodige et le bouc émissaire. Je suis resté assis dans mon bureau cette nuit-là, incapable de me concentrer sur le travail. Mon esprit a commencé à rejouer la bande, les plus grands succès de l'hypocrisie de ma famille. J'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur et j'ai commencé à taper. C'était comme purger un poison. Point, la Ferrari et la bourse d'études. J'avais 18 ans. Je venais d'être diplômé major de promotion de mon lycée. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant 4 ans, étudiant pendant que Caleb faisait la fête. J'ai été accepté dans un prestigieux programme d'été à Londres, une préparation au droit qui venait avec une bourse partielle. Mais j'avais besoin de 15 000 $ pour couvrir le reste. Logement, nourriture, voyage. Mes parents avaient un fonds pour l'université, ou du moins c'est ce qu'ils disaient. Ils m'avaient promis cet argent. 2 semaines avant que je ne doive partir, je suis rentré à la maison pour trouver un cabriolet rouge dans l'allée. Il n'était pas neuf, mais il était tape à accent grave l'œil. Une Ferrari 308 vintage. Pas une voiture pratique, un jouet. Caleb, qui avait 21 ans et venait d'abandonner son 2e semestre universitaire, était appuyé contre elle, portant des lunettes de soleil, ressemblant à une star de cinéma à petit budget. Je suis entré, confus. C'est la voiture de qui? Mon père, Robert, buvait du scotch à la table de la cuisine. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Ma mère, Suzanne, essuyait nerveusement le comptoir.
C'est à Caleb, a dit maman doucement. Il a besoin d'un coup de pouce, Joshua. Il se sent vraiment déprimé à propos de l'école. Nous avons pensé que cela l'aiderait à se construire une image, tu sais, pour son réseau. Son réseau. Les ai-je fixés? Il livre des pizzas. Maman, quel réseau? Il va démarrer une entreprise, a dit papa en claquant son verre sur la table. Il doit avoir l'air à la hauteur. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. D'accord, ai-je dit, une boule se formant dans mon estomac. Mais qu'en est-il de mon voyage? La compte est du lundi. Silence. À ce sujet, a dit papa. Nous avons dû utiliser les liquidités pour la compte de la voiture et l'assurance. Sais-tu combien coûte l'assurance d'une Ferrari pour un jeune de 21 ans? Vous avez dépensé mon fonds universitaire pour une Ferrari? Ma voix s'est brisée. Je sonnais comme un enfant et je détestais ça. Ce n'est pas ton fonds, a lâché papa. C'est l'argent de la famille, et en ce moment, ton frère en a plus besoin. Tu es intelligent, Joshua. Tu te débrouilleras. Postule à nouveau l'année prochaine ou prends un prêt. Tu es le capable. Le capable. C'était leur mot de code pour « celui dont nous n'avons pas à nous soucier, donc nous n'avons pas à nous en soucier ». Caleb a eu la voiture. J'ai perdu le programme de Londres. J'ai fini par aller dans une université d'État et travailler 2 emplois pour payer mes études. Caleb a détruit la Ferrari 6 mois plus tard, en se pavanant devant une fille. Point 2, la Porsche et la conduite en état d'ivresse. Avance rapide de 5 ans. J'avais 26 ans, je débutais tout juste au cabinet. J'étais épuisé, essayant de faire mes preuves. Mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était maman. Elle était hystérique. C'est Caleb. Il a des ennuis. J'ai pris la voiture. J'ai toujours pris la voiture. Je les ai trouvés sur une route secondaire. De la fumée s'élevait du capot d'une Porsche Cayenne. Un autre investissement d'image pour lequel mes parents s'étaient portés garants. Ils l'avaient enroulé autour d'un poteau électrique. Caleb était assis sur le trottoir, empestant la tequila. Il n'était pas blessé, juste effrayé. Papa était déjà là, faisant les 100 pas. L'agent Miller est en route, a dit papa en me saisissant les épaules. Ses yeux étaient fous. Joshua, écoute-moi. Caleb est en lice pour cette promotion au cabinet de courtage. S'il est accusé de conduite en état d'ivresse, c'est fini. Son permis, son travail, tout. Il aurait dû y penser avant de conduire ivre, ai-je dit, en regardant le SUV de luxe accidenté. Il ne peut pas prendre la responsabilité, a sifflé papa. Toi. Tu as un casier vierge. Tu es avocat. Tu sais comment gérer ça. Dis que c'était toi qui conduisais. Es-tu fou? Me suis-je dégagé? Je ne vais pas prendre un crime pour lui. C'est un délit mineur. A crié papa. S'il te plaît, Joshua, pour la famille. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Je n'ai pas dit que je conduisais. J'ai tracé la ligne là. Mais j'ai fait quelque chose de presque aussi stupide. J'ai utilisé mes relations juridiques. J'ai demandé des faveurs que je n'avais pas encore méritées. J'ai obtenu que les charges soient réduites à une conduite imprudente. J'ai payé l'amende de ma propre poche parce que papa a dit qu'il était, à court de liquidités, en ce moment. J'ai sauvé la carrière de Caleb. Et comment m'a-t-il remercié? À Thanksgiving cette année-là, il a raconté à tout le monde l'histoire de l'accident. Mais dans sa version, la route était verglacée et c'est moi qui avais paniqué et lui avais donné de mauvais conseils juridiques qui lui avaient coûté une amende. Tout le monde a ri. Papa a hoché la tête. Joshua est toujours si à cheval sur les règles, a-t-il dit. Pas de jugeote. Point 3, l'anniversaire. Mon 30e anniversaire, une étape importante. Maman a insisté pour organiser un dîner. Juste la famille, a-t-elle dit. J'ai fait ton gâteau préféré. Je suis arrivé à l'heure. La maison était décorée, mais pas avec des bannières, joyeux anniversaire. Il y avait des ballons qui disaient, félicitations. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, tenant une bouteille de vin que j'avais apportée pour moi. Oh. Maman a applaudi.
Caleb vient d'obtenir le mandat pour la propriété des Sterling. C'est énorme, Joshua. Nous avons décidé de combiner la célébration. C'est plus efficace. Efficace. Nous nous sommes assis pour dîner. La conversation tournait à 100% autour de Caleb, comment il avait charmé le client, comment il allait devenir riche, comment il sortait avec la fille, Emily. Quand maman a apporté le gâteau, mon préféré, il y avait des bougies dessus. Mais avant de les allumer, elle s'est arrêtée. « Oh, attends », a-t-elle dit. « Laisse-moi prendre une photo pour l'Instagram de Caleb. » Elle s'est penchée et a retiré les bougies qui formaient le chiffre 30. Elle a lissé le glaçage avec son pouce. « Voilà », a-t-elle dit, rayonnante en regardant Caleb. « Maintenant, ça ressemble à un gâteau de célébration. Souris, chérie. » Caleb a souri, tenant une coupe de champagne. Flash. « D'accord, maintenant on peut manger », a-t-elle dit, coupant le gâteau sans remettre les bougies. « Joyeux anniversaire, Joshua », a-t-elle ajouté après coup, en me faisant glisser une part. J'ai regardé le glaçage mutilé. C'était ma vie dans cette famille. Un accessoire, un remplaçant, quelque chose à lisser pour que l'enfant prodige puisse briller. J'étais assis dans mon bureau, relisant la liste. La colère dans mes tripes n'était plus chaude. Elle était froide. Elle était solide. L'affront de l'invitation de mariage n'était pas un accident. C'était la conclusion logique. Il n'avait plus besoin de moi. Caleb allait se marier dans la famille Sterling, des milliardaires. Il n'avait pas besoin de mon argent de caution. Il n'avait pas besoin de mes conseils juridiques. Il avait un nouveau filet de sécurité, un bien plus grand et plus brillant. Alors, j'ai été écarté. Très bien, ai-je murmuré à la pièce vide. Vous voulez faire ça sans moi? Bonne chance. Je ne savais pas alors que la chance était la seule chose qui allait leur manquer très, très vite. Le matin du mariage, le ciel était de cette nuance de bleu parfait et insultant. Vous savez, le genre où la nature semble conspirer avec les gens qui vous ont fait du mal pour leur offrir une toile de fond impeccable. Techniquement, je n'avais rien à faire, pas de costume à récupérer, pas de discours à répéter, pas de devoir de témoin. J'étais le frère du marié et j'étais assis sur mon canapé en jogging, buvant du café noir. Mon amie Elena est passée vers midi. Elena est mon associée au cabinet, une femme à la langue acérée qui sait où tous les cadavres sont enterrés parce qu'elle m'a aidé à creuser les tombes. Elle a apporté une bouteille de bourbon cher et un regard de pitié que je voulais effacer de son visage. « Arrête de me regarder comme si j'étais un chien abandonné », ai-je dit en ouvrant la porte. « Non », a-t-elle dit en passant devant moi. « Je te regarde comme un homme qui vient d'échapper belle. Tu sais, les mariages ne sont que des funérailles avec du gâteau. » Nous nous sommes assis sur mon canapé. J'avais éteint mon téléphone. Je voulais prétendre que ce jour n'existait pas. Nous avons regardé un film d'action sans intérêt. Nous avons commandé une pizza. Pendant quelques heures, ça a marché. J'ai presque oublié qu'à 80 km de là, toute ma lignée célébrait mon exclusion. Mais on ne peut pas échapper à Internet. Vers 15 heures, le téléphone d'Elena a vibré. Puis il a sonné. Puis il a commencé à vibrer comme s'il avait une crise d'épilepsie. Elle a froncé les sourcils en regardant l'écran. « Joshua, ignore-le », ai-je dit. « C'est probablement le travail. »« Ce n'est pas le travail », a-t-elle dit lentement. « C'est... Waouh. C'est ta tante Carole. Elle est en direct sur Facebook. Je ne veux pas voir ça. »« Tu as vraiment besoin de voir ça », a dit Elena, sa voix changeant. Ce n'était plus de la pitié. C'était du choc. J'ai pris le téléphone. La vidéo était tremblante, enregistrée verticalement. On aurait dit qu'elle était filmée de sous une table ou derrière une plante. L'audio était un mélange de larcènes aigus et de cris. « Oh mon Dieu !» a chuchoté la voix de tante Carole depuis derrière la caméra. « Quelqu'un enregistre ça ?» Il a pété les plombs. La caméra a sursauté et s'est concentrée sur la piste de danse. La salle de réception était magnifique. Des lustres en cristal, des fenêtres du sol au plafond, des roses blanches partout. Mais le centre de la pièce était une zone de guerre. Il y avait Caleb, mon frère, l'enfant prodige. Il n'avait pas l'air prodige. Il avait l'air dérangé.
Sa veste de smoking était déchirée à l'épaule. Son nœud papillon avait disparu. Son visage était un masque de rage violette, les veines saillantes dans son cou. Et il avait les mains sur la mariée. Il ne la serrait pas dans ses bras. Il l'agrippait. Une main était serrée autour de son bras. L'autre était emmêlée dans ses cheveux de mariage parfaitement coiffés et coûteux. Il lui tirait la tête en arrière. « Souris !» criait-il. L'audio saturait tellement il criait fort. « Pourquoi tu ne peux pas simplement sourire ? Tu ruines mes photos. Tu me mets dans l'embarras. » Émilie, la mariée, sanglotait. Elle avait l'air terrifiée. « Lâche-moi. Tu me fais mal. » « Caleb, arrête !» Les invités étaient figés. C'était cet effet du témoin où tout le monde attend que quelqu'un d'autre bouge. Puis j'ai vu mon père, Robert. Il s'est précipité dans le cadre. « Caleb, lâche-la. » Les gens regardent. Caleb a repoussé Émilie si fort qu'elle a trébuché et est tombée sur un serveur qui portait un plateau de flûte de champagne. Crash! Le verre a volé en éclats partout. Caleb s'est retourné vers papa. « La ferme. C'est mon mariage. J'ai payé pour ça. Enfin, je vais payer pour ça. Que tout le monde se taise et m'écoute. » La vidéo s'est coupée. J'ai fixé l'écran noir. Mon cœur battait à tout rompre, mais pas de peur. C'était cette montée d'adrénaline qu'on ressent quand on voit un accident de voiture. « Putain !» a murmuré Elena. Est-ce qu'il vient de l'agresser en direct? Il l'a attrapé par les cheveux, ai-je dit, ma voix froide. Il devient toujours violent quand il perd le contrôle. Quand l'image se fissure. Mon téléphone, que j'avais rallumé, s'est soudainement illuminé. Appel entrant. Maman. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois. Tu vas répondre? A demandé Elena. Laisse-les mariner, ai-je dit. Ça a arrêté. Puis ça a sonné de nouveau immédiatement, et encore. J'ai finalement décroché à la 5e tentative. Allô? Joshua. La voix de ma mère était un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas la matriarche contrôlante. Ce n'était pas la douce manipulatrice. C'était de la panique pure et brute. Elle hyperventilait. Joshua, Dieu merci. Tu dois venir. Tu dois venir tout de suite. Je pensais que je n'étais pas invité, ai-je dit. Je pensais que ma présence créerait des tensions. Arrête ça. A-t-elle crié. Ne sois pas cruel maintenant. C'est un désastre. Caleb, il fait une dépression. Il s'est enfermé dans la suite nuptiale. Il a un couteau. Il dit qu'il va se faire du mal. Il ne laisse personne entrer. J'ai ressenti une pointe d'inquiétude. Instinctive, biologique, mais je l'ai repoussée. Appelle la police, maman. Non, pas de police. A-t-elle hurlé. Les Sterling menacent déjà de nous poursuivre. Si la police vient, il aura un casier. Ce sera la fin de tout. Tu sais comment lui parler. Il t'écoute. Tu es le seul qui puisse le calmer. Il m'écoute? Ai-je ri. Un aboiement sec. Depuis quand? Depuis qu'il a démoli la Ferrari? Depuis qu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse? Il ne m'a jamais écouté. Il m'utilise. S'il te plaît, a-t-elle sangloté. Je t'en supplie. C'est ton frère. Il crie ton nom. Il n'arrête pas de dire « Où est Joshua ?» Pourquoi Joshua n'est pas là? Ça m'a arrêté. Bien sûr, maintenant que les murs s'effondraient, il voulait que l'architecte vienne les consolider. Si je viens, ai-je dit lentement, je viens à mes conditions. Je ne viens pas pour mentir pour lui. Je ne viens pas pour arranger les choses avec les Sterling. Je viens pour l'empêcher de se tuer ou de tuer quelqu'un d'autre. Et après, j'en ai fini. Oui, peu importe. A pleuré maman. Viens, c'est tout. Nous sommes au Grand Oak Resort. Dépêche-toi. J'ai raccroché. Je me suis levé et j'ai attrapé mes clés de voiture. Tu y vas? A demandé Elena en se levant aussi. Je dois y aller, ai-je dit.
Pas pour le sauver, mais parce que si je n'y vais pas, ils passeront le reste de leur vie à me blâmer pour tout ce qui arrivera ensuite. Je dois finir ça personnellement. C'est moi qui conduis, a dit Elena en attrapant son sac. Tu es trop en colère pour conduire. Elle avait raison. J'étais en colère, mais j'étais aussi prêt. Je me sentais comme un soldat qui avait été démobilisé, finalement rappelé sur le front, non pas pour mener la guerre, mais pour signer le traité de reddition pour le camp des perdants. Le trajet jusqu'au Grand Oak Resort a duré 40 minutes. Elena a conduit son Audi avec précision, se faufilant dans la circulation pendant que je regardais par la fenêtre. Mon esprit était en ébullition, cataloguant chaque levier que j'avais. Je n'allais pas y aller les mains vides. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. J'ai ouvert les emails que j'avais gardés pendant des années. Le dossier, en cas d'urgence, que j'avais prié de ne jamais avoir à utiliser. Nous sommes arrivés sur les lieux. C'était magnifique. Un immense manoir colonial avec des piliers blancs, entouré de jardins bien entretenus. Mais l'ambiance était mauvaise. On se serait cru sur une scène de crime. Des voitures de police étaient à la grille. Les gyrophares clignotaient, mais pas de sirène. Je suis de la famille, ai-je dit à l'agent au poste de contrôle. Joshua, le frère. Il a regardé son presse-papier. Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur. J'ai failli rire. Croyez-moi, ils veulent que je sois à l'intérieur. Passez-le à la radio. Il l'a fait. Une seconde plus tard, la grille s'est ouverte. Même la police faisait partie de la confusion. Le parking était un cimetière de richesses. J'ai vu des Bentley, des Mercedes classe G, quelques Ferrari. Les gens se tenaient près de leur voiture en petits groupes, chuchotant. Les femmes tenaient leurs talons. Les hommes avaient desserré leurs cravates. Ils avaient l'air sous le choc. Nous avons garé ma modeste berline à côté d'une Rolls-Royce Phantom qui appartenait à Monsieur Sterling, le père de la mariée. Je suis sorti. L'air sentait le jasmin et le litige imminent. Je me suis dirigé vers l'entrée principale. Elena me suivait à quelques pas, mon témoin silencieux. Mon père attendait aux immenses portes doubles. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au téléphone la semaine dernière. Son smoking était froissé, son visage gris. Quand il m'a vu, ses yeux ont brillé d'un mélange de soulagement et de colère habituel. « Tu as pris ton temps » a-t-il lâché. Pas de « merci ». Pas de « désolé ». Juste une accusation. La circulation, ai-je dit calmement. Où est-il? Il est dans la loge. Il a barricadé la porte. Émilie et Dieu sait où. Son père menace de nous détruire. Joshua, nous détruire. Robert a attrapé mon bras. Sa prise était douloureuse. Tu dois arranger ça. Parle à Sterling. Dis-lui que c'est un épisode médical. Dis-lui que Caleb a été sous tension. On peut présenter ça différemment. On peut dire que c'était une réaction à un médicament. J'ai retiré mon bras. C'est ce qu'on fait? Mentir encore? Ce n'est pas mentir, a sifflé Robert, des postillons volants. C'est limiter les dégâts. C'est ton travail, n'est-ce pas? C'est ce que tu fais. Je le fais pour les clients qui me paient, ai-je dit en entrant dans son espace personnel. Et je le fais pour les gens qui me respectent. Tu ne voulais même pas de moi dans ce bâtiment il y a 1 heure. Robert a levé la main. Un réflexe instinctif de me gifler pour me soumettre, comme il le faisait quand j'étais adolescent. Je n'ai pas bronché. J'ai attrapé son poignet en plein vol. Je l'ai tenu là. Je n'ai plus 18 ans, Robert, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Et tu n'es plus celui qui a le chéquier. Baisse ta main. Il m'a regardé, choqué. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu la fin de son autorité. Il a lentement baissé son bras. Sors-le de là, c'est tout, a-t-il murmuré, vaincu. Avant que le SWAT n'intervienne. Je suis passé devant lui pour entrer dans le hall. C'était un désastre. Table renversée, vin renversé tachant le tapis blanc comme du sang, fleurs piétinées. J'ai descendu le couloir jusqu'à la loge. Je pouvais entendre des sanglots derrière la lourde porte en chêne. Pas seulement Caleb, des voix étouffées. J'ai frappé.
Un coup sec et autoritaire. Allez-vous-en, a crié Caleb de l'intérieur. Je vais le faire. Je jure que je vais me couper les veines. C'est Joshua, ai-je dit. Silence. Puis un bruit de pas traînant. Le verrou a cliqué. La porte s'est entr'ouverte. Je l'ai poussée et je suis entré. La pièce était détruite. Miroir brisé. Chaise renversée. Caleb était assis par terre dans un coin, serrant un couteau à gâteau en argent. Il ressemblait à un enfant effrayé dans le costume d'un homme en ruine. Mais il n'était pas seul. Émilie était là. Elle était assise sur un canapé à l'autre bout de la pièce. Ses genoux ramenés contre sa poitrine. Sa robe, une création sur mesure de Vera Wang, était déchirée à l'épaule. Son maquillage était strié de larmes. Elle tremblait. Monsieur Sterling, son père, se tenait au-dessus d'elle, protecteur, son visage un masque de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Caleb a levé les yeux vers moi, les yeux injectés de sang. « Tu es venu te réjouir ? Tu es venu voir le spectacle de monstres. Je suis venu parce que maman a dit que tu allais te faire du mal, ai-je dit en regardant le couteau. Lâche-le, Caleb. Tu ne vas pas l'utiliser. Tu t'aimes trop. Tu ne me connais pas, a-t-il craché. Tu ne connais pas la pression. Tout le monde qui me regarde. Tout le monde qui s'attend à ce que je sois parfait. Et elle. Il a pointé le couteau vers Émilie. Elle n'écoutait pas. Elle n'arrêtait pas de me harceler à propos du timing, des photos. Je voulais juste qu'elle se taise. Alors tu l'as attaquée. Ai-je demandé. Je ne l'ai pas attaquée. A crié Caleb. Je la corrigeais. Je l'ai attrapée pour qu'elle me regarde. C'était un accident. J'ai glissé. Tu l'as traînée par les cheveux, a dit Monsieur Sterling, sa voix glaciale. J'ai vu la vidéo. Le monde entier a vu la vidéo. C'est sorti de son contexte. A crié Caleb. Joshua, dis-leur. Dis-leur comment le stress affecte les gens. Dis-leur que je ne suis pas fou. Il m'a regardé, désespéré. Il voulait le réparateur. Il voulait le frère qui avait pris la responsabilité de la conduite en état d'ivresse. Il voulait le bouc émissaire pour absorber le péché. J'ai regardé Caleb. Puis j'ai regardé Émilie. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux grands et hantés. Elle n'était pas seulement effrayée. Elle était confuse. Elle réalisait qu'elle avait épousé un inconnu. Dis-leur, a plaidé Caleb. Dis-leur que je suis un type bien. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment que j'avais répété dans ma tête pendant une décennie. Non, ai-je dit. Caleb a cligné des yeux. Quoi? Je ne vais pas leur dire ça, ai-je dit, en déboutonnant ma veste et en desserrant ma cravate. Parce que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un type bien, Caleb. Tu es un tyran qui a été protégé par ses parents pendant 35 ans. Et aujourd'hui, la police d'assurance vient d'expirer. Le silence dans la loge était lourd, suffocant. Même la climatisation semblait avoir cessé de bourdonner. Caleb se releva en se débattant, le couteau à gâteau tombant sur le sol avec un cliquetis. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit que j'en ai fini de mentir pour toi, dis-je en avançant dans la pièce. Je ne regardais pas mon frère. Je regardais Émilie. Émilie, est-ce qu'il t'a dit pourquoi je n'étais pas invité aujourd'hui? Émilie secoua lentement la tête, serrant un coussin comme un bouclier. Il a dit que tu étais jaloux. Que tu créais des problèmes. Que tu détestais notre bonheur. D'accord. Je hochai la tête. Le récit du frère jaloux. Un classique. Je me tournai vers Caleb. Lui as-tu parlé de la Ferrari, Caleb? La ferme, siffla Caleb, son visage virant à nouveau à cette teinte violette dangereuse. Ne fais pas ça, Joshua. Lui as-tu parlé de la conduite en état d'ivresse dans la Porsche? Continuai-je, ma voix s'élevant d'un décibel. Celle où tu as conduit ivre, percuté un poteau, et où papa a essayé de me faire prendre la condamnation pour que tu puisses garder ton travail. Monsieur Sterling s'avança. De quoi parlez-vous? Sa vérification d'antécédents était vierge.
Bien sûr qu'elle l'était, dis-je. Parce que j'ai payé 10 000 $ à un avocat spécialisé pour la réduire à une accusation de conduite imprudente et sceller le dossier. J'ai payé les amendes. J'ai payé les réparations de la voiture. Caleb s'en est sorti sans une égratignure. C'est un mensonge, cria Caleb, mais sa voix se brisa. Il regarda Monsieur Sterling, la panique montant. Il ment. Il a toujours été jaloux de mon succès. Mon succès? Ris-je. C'était un rire sincère cette fois, alimenté par une pure absurdité. Parlons de ton succès, Caleb. Le grand PDG, l'héritier de l'empire familial. Je sortis mon téléphone. Je tapai sur l'écran et le brandis. C'était un PDF d'un relevé bancaire. Joshua, arrête. C'était ma mère. Elle s'était glissée dans la pièce derrière moi sans se faire remarquer. Elle se jeta sur mon téléphone, mais je le tins hors de sa portée. N'ose pas. Tu vas nous ruiner. Vous vous êtes ruiné vous-même, dis-je en la repoussant. Je me dirigeai vers Monsieur Sterling et lui montrai l'écran. Qu'est-ce que c'est? Demanda Monsieur Sterling en plissant les yeux. Ça, dis-je, c'est le bilan de Miller & Son. L'entreprise de mon père. L'entreprise que Caleb est censé hériter. L'entreprise dans laquelle vous venez d'investir 2 millions de $ comme cadeau de mariage. Les yeux de Monsieur Sterling s'écarquillèrent. Il montre l'insolvabilité. Depuis 2024, confirmai-je. L'entreprise est morte depuis 2 ans. Papa a fait de mauvais investissements. Caleb a dépensé le fonds de roulement en images de marque, en voyage à Dubaï, en voiture de location, en vêtements de marque. Mais les dividendes, Monsieur Sterling regarda Caleb, puis mon père, qui se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, pâle comme un fantôme. Caleb m'a montré les rapports de dividendes. Falsifiés, dis-je. Ou plutôt, financés par une autre source. Je me tournai vers Caleb. Tu te crois riche, Caleb? Tu te crois important? Qui penses-tu paie l'hypothèque de la maison de papa et maman? Qui penses-tu a payé la location de cette Lamborghini que tu as conduite ici aujourd'hui? Caleb avait l'air confus. Vraiment confus. Papa paie pour ça. L'entreprise paie pour ça. L'entreprise n'a pas d'argent. Rugis-je. Le son rebondit sur les murs. C'est moi qui paie pour ça. Moi, le frère jaloux, le raté. Je transfère 20 000 $ par mois sur le compte de l'entreprise depuis 2 ans pour maintenir les lumières allumées, parce que maman a pleuré en disant que papa aurait une crise cardiaque s'il faisait faillite. Je vis la prise de conscience frapper Caleb comme un coup physique. Ses genoux fléchirent. Il regarda ses parents. C'est vrai? Murmura-t-il. Papa regarda le sol. Maman se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. Vous m'avez dit que tout allait bien, balbutia Caleb. Vous m'avez dit que j'avais un fonds en fiducie. Tu avais un frère, dis-je, ma voix tombant dans un murmure. Tu avais un frère qui travaillait 80 heures par semaine pour soutenir ta vie de fantaisie, parce qu'on lui a appris que la famille compte plus que la vérité. Mais tu sais quoi? Tu m'as viré. Tu m'as effacé de la liste des invités. Alors, considère ma démission comme acceptée. Je me tournai vers Émilie. Elle était debout maintenant. Elle ne pleurait plus. Les larmes avaient séché, remplacées par une clarté froide et dure. Émilie, dis-je doucement, la bague à ton doigt. Le solitaire de 3 carats. Elle regarda sa main. J'ai payé l'assurance le mois dernier parce que la carte de crédit de Caleb a été refusée, dis-je. Ce n'est pas un héritage. Elle a été achetée à crédit. Émilie regarda Caleb. C'était un regard de pur dégoût. Le regard que l'on donne à quelque chose sur quoi on a marché sur le trottoir. Tu es un imposteur, dit-elle doucement. Émilie, bébé, s'il te plaît. Caleb s'avança vers elle, tendant la main. C'est compliqué. Les finances sont compliquées. J'allais arranger ça. Une fois la fusion réalisée, la fusion? Rit-elle. Un son aigu et hystérique. Tu veux dire ma dot? Tu m'épousais pour payer tes dettes. Non, je t'aime. Cria Caleb. Tu m'as attrapé par les cheveux parce que je ne posais pas correctement pour une photo. Hurla-t-elle. Tu ne m'aimes pas.
Tu aimes le reflet de toi-même que tu vois dans mes yeux. Eh bien, devine quoi, Caleb? Le miroir est brisé. Elle attrapa sa main gauche. Elle lutta un instant, tirant la bague sur sa phalange. Elle l'enleva. Elle ne la lui tendit pas. Elle la jeta. Elle le frappa en pleine poitrine et rebondit sur le tapis. C'est fini, dit-elle. Pas à cause d'elle, pas à cause de la vidéo. À cause de toi. Parce que tu es un homme petit, violent et menteur. Elle se tourna vers son père. Papa, sors-moi d'ici. Monsieur Sterling hocha la tête. Il regarda mon père. Mes avocats vous contacteront au sujet de l'agression et de la fraude concernant mon investissement. Si je découvre que vous avez sollicité mon argent en sachant que vous étiez en faillite, il laissa la menace en suspens. C'était plus lourd que n'importe quel cri. Les Sterling se dirigèrent vers la porte. Je m'écartai pour les laisser passer. Monsieur Sterling s'arrêta devant moi. Il me toisa de la tête aux pieds. « Vous êtes Joshua ?» demanda-t-il. « Oui, dis-je. »« Vous auriez dû être celui sur l'invitation, dit-il. »« Vous êtes le seul homme dans cette pièce. » Il sortit avec sa fille. La porte se referma, et nous n'étions plus que 4. Moi, Caleb, maman, papa. Le silence qui suivit fut la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Pendant une longue minute, personne ne bougea. L'énergie dans la pièce avait changé. L'illusion avait disparu. L'enfant prodige n'était plus qu'un homme dans un costume déchiré, sans travail, sans femme et sans argent. Et le bouc émissaire tenait toutes les cartes. Ma mère brisa le silence la première. Elle se précipita vers Caleb, qui fixait le mur d'un air absent. « Oh, mon pauvre bébé » roucoula-t-elle, essayant de le serrer dans ses bras. « Ce n'est pas grave. Elle n'était pas faite pour toi. Elle était trop exigeante. » Je la regardais. C'était fascinant, d'une manière morbide. Même maintenant, face à la ruine totale, son instinct était de réécrire la réalité pour le protéger. Puis mon père se tourna vers moi. Son visage était violet. « Es-tu content ?» gronda-t-il. « Es-tu content maintenant? Tu viens de détruire cette famille. Tu viens d'humilier ton frère devant l'homme le plus puissant de l'État. » Je n'ai rien détruit, dis-je calmement. J'ai juste allumé les lumières. Les cafards étaient déjà là. Ingrat. Papa s'avança vers moi, le doigt pointé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un foyer. Vous m'avez donné un toit, corrigez-je. J'en ai fait un foyer. Et au fait, j'ai payé pour ce toit ces 24 derniers mois. Tu penses que l'argent te donne le droit de nous trahir? Cria papa. La famille reste soudée. Tu aurais dû mentir. Tu aurais dû dire à Sterling que c'était un malentendu. Pourquoi? Demandai-je. Pour que Caleb puisse la battre en privé la prochaine fois. Pour qu'il puisse vider la fortune des Sterling comme il a vidé la vôtre? Il a fait une erreur. Pleura maman depuis le sol, berçant Caleb. Il est sensible. Il a 35 ans, maman. Criai-je. Il n'est pas sensible. Il est gâté. Et c'est vous qui avez fait ça. Vous avez créé ce monstre. Vous l'avez nourri chaque fois qu'il pleurait. Et vous m'avez affamé chaque fois que je réussissais. Eh bien, devinez quoi? J'en ai fini de mourir de faim. Je regardais mon téléphone. J'ouvris de nouveau mon application bancaire. Qu'est-ce que tu fais? Demanda papa, regardant le téléphone nerveusement. J'annule l'ordre permanent, dis-je en tapant sur l'écran. Le virement mensuel à Miller & Son. Annulé. Non. Alta papa. Joshua, tu ne peux pas. L'hypothèque est due le premier. Les locations de voitures, pas mon problème, dis-je. Vendez la maison. Vendez les voitures. Peut-être que Caleb pourra trouver un travail de livreur de pizza à nouveau. J'ai entendu dire que les pourboires sont bons si tu es rapide. Je me tournai pour partir. Si tu franchis cette porte, menaça papa, sa voix tremblante, n'ose pas revenir. Tu es mort pour nous. Je m'arrêtai. Je l'ai regardé. Un tableau brisé.
L'enfant prodige réduit à un désordre pleurnichard. La mère une complice jusqu'à la fin. Le père un roi sans royaume. Papa, dis-je doucement. Je suis mort pour vous depuis des années. J'étais juste le fantôme qui payait les factures. Je suis sorti. J'ai descendu le couloir, passant devant le personnel stupéfait qui nettoyait le verre brisé. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Elena attendait près de la voiture. Elle avait une cigarette à la main. Elle ne fume que lorsqu'elle est stressée. Alors ? Demanda-t-elle, laissant tomber le mégot et l'écrasant avec son talon. As-tu arrangé les choses ? Non, dis-je en déverrouillant la voiture. Je les ai complètement brisées. Bien, dit-elle. Elle me regarda. Comment te sens-tu ? Je fis une pause, la main sur la poignée de la porte. J'ai sondé mon intérieur. Étais-je triste ? Étais-je coupable ? Je me sentais léger. J'avais l'impression d'avoir porté un sac à dos rempli de pierres pendant 3 décennies. Et quelqu'un venait de couper les bretelles. J'ai faim, dis-je. Allons manger un burger. Nous sommes partis en voiture. J'ai regardé dans le rétroviseur alors que le Grand Oak Resort s'estompait au loin. J'ai vu les gyrophares des voitures de police entrer enfin par la grille. Probablement appelés par Monsieur Sterling. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Des SMS de papa. Des messages vocaux de maman. Buzz, buzz, buzz. Je l'ai pris. Je suis allé dans les paramètres. J'ai sélectionné, bloqué le contact, pour maman. Puis pour papa. Puis pour Caleb. Le bourdonnement a cessé. Le retour en ville était calme, mais ce n'était pas vide. C'était plein de possibilités. Cette nuit-là, j'ai dormi pendant 10 heures. Un sommeil profond, sans rêve. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui balayais. C'était moi qui lisais les nouvelles. La vidéo virale de l'agression d'un marié mène à des poursuites judiciaires. La famille Sterling retire son investissement de Miller & Son. J'ai lu les gros titres avec mon café du matin. J'ai ressenti un étrange détachement. C'était comme lire l'histoire de personnages dans un livre que j'avais fini d'écrire. Je suis allé au travail. Je me suis assis dans mon bureau. J'ai regardé la vue. J'avais perdu ma famille. J'avais perdu les personnes que j'étais biologiquement programmé pour aimer. Mais en regardant la ville en contrebas, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien perdu de réel. J'avais seulement perdu l'illusion qu'il m'aimerait un jour en retour. Et perdre une illusion, ce n'est pas une perte. C'est une libération. Le silence qui a suivi mon départ du Grand Oak Resort n'a pas duré longtemps. Il a été remplacé par le rugissement d'un ouragan juridique et social que j'avais prédit. Mais même moi, j'avais sous-estimé la férocité des vents. La première semaine, je n'ai pas quitté mon appartement, sauf pour aller au bureau. Je n'en avais pas besoin. Le monde m'apportait les nouvelles. C'était partout. La vidéo de Caleb attrapant Emily par les cheveux était devenue virale. Pas seulement virale localement, mais à l'échelle nationale. Elle avait des millions de vues sur TikTok et Twitter. La section des commentaires était un tribunal, et le verdict était unanime. Coupable. Mais la rage d'Internet est de courte durée. Les vrais dégâts se produisaient dans les salles d'audience et les salles de conseil, des endroits où mon frère n'avait aucun pouvoir et mon père n'avait plus de levier. Monsieur Sterling, le père d'Emily, était un homme qui tirait fierté de 2 choses, la sécurité de sa famille et son sens des affaires. Mon frère et mon père avaient insulté les deux. La rétribution fut rapide, calculée et absolue. 3 jours après le mariage, la plainte a été déposée. Ce n'était pas seulement une poursuite civile pour le coût du mariage. C'était une enquête pour fraude. Les avocats de Monsieur Sterling avaient fouillé dans les finances de Miller & Son, les mêmes que j'avais exposées, et avaient découvert que mon père avait sollicité l'investissement de 2 millions de dollars en utilisant des rapports de projection falsifiés. Comme Caleb était le signataire de l'accord, il a été nommé co-conspirateur. Je me souviens d'être assis dans mon bureau en lisant le Wall Street Journal. Il y avait un petit article dans la section des affaires, le promoteur local Miller & Son dépose le bilan, chapitre 7, sur fond d'allégations de fraude. Chapitre 7, liquidation.
Ce n'était pas une restructuration. C'était un enterrement pour l'entreprise que mon grand-père avait construite et que mon père avait vidée de sa substance. Elena est entrée, posant une tasse de café sur mon bureau. Elle n'avait plus l'air apitoyé. Elle ressemblait à un général rendant compte des mouvements de l'ennemi. « Ils sont expulsés », dit-elle simplement. Je n'ai pas levé les yeux du journal. « Le bureau, la maison », dit-elle. La banque a rappelé le prêt hypothécaire. Apparemment, votre père a utilisé la maison comme garantie pour un prêt relais à taux d'intérêt élevé il y a 6 mois pour payer la fête de fiançailles de Caleb. Lorsque l'entreprise a déposé le bilan, chapitre 7, le prêt relais a immédiatement fait défaut. J'ai finalement levé les yeux. La maison, le vaste domaine en banlieue où j'avais grandi. La maison où on m'avait dit de rester dans ma chambre pendant que Caleb recevait des amis. La maison où la Ferrari avait trôné dans l'allée pendant que mon offre de bourse prenait la poussière. Quand ? Demandai-je. La vente aux enchères du shérif est dans 30 jours, dit-elle. Mais ils doivent quitter les lieux d'ici vendredi. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le sentiment d'un livre lourd qui se refermait enfin. Ont-ils un endroit où aller ? Demandai-je. C'était une question pratique, pas émotionnelle. J'ai entendu dire que votre tante Carole les a accueillis, dit Elena, un sourire en coin sur les lèvres. Dans sa chambre d'amis, celle avec les litières pour chats. J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Tante Carole, la reine des commérages qui avait déclenché toute cette avalanche avec une seule publication sur Facebook, était maintenant leur seul refuge. Il y avait une justice poétique là-dedans. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas offert mon aide. C'était l'ancien Joshua, le réparateur, le bouc émissaire qui pensait pouvoir acheter l'amour avec de la stabilité. Le nouveau Joshua est resté dans son bureau et a signé un contrat avec un nouveau client, une entreprise de technologie qui avait vu comment j'avais géré ma propre crise familiale et avait décidé qu'elle voulait ce genre de clarté impitoyable sous contrat. Les honoraires de ce contrat à eux seuls suffisaient à acheter une petite maison. En parlant d'acheter des choses, j'ai fait quelque chose que j'avais promis à mon moi de 18 ans que je ferais. Je suis allé chez le concessionnaire Porsche. Pendant des années, j'avais conduit des berlines raisonnables, des voitures fiables et invisibles. Je me disais que c'était parce que j'étais pratique. Mais au fond, je savais que c'était parce que j'avais peur. J'avais peur que si j'achetais quelque chose de beau, quelque chose pour moi, on me le prendrait ou on se moquerait de moi pour avoir essayé d'être comme Caleb. Je suis entré sur le parc automobile. Le vendeur m'a jaugé. Jean, blazer, pas de cravate. Il ne s'est pas précipité. Il a probablement pensé que j'étais juste un curieux. Je suis allé directement vers une 911 Turbo S en gris agate. Elle était sobre, puissante, une machine construite pour la perfection de l'ingénierie, pas seulement pour se pavaner chez le voiturier. Le vendeur s'est finalement approché. C'est une bête, dit-il nonchalamment. Mais il y a une liste d'attente. Je ne veux pas attendre, dis-je. Et je ne veux pas de financement. J'ai sorti un chèque de banque. J'étais allé à la banque ce matin-là. L'attitude du vendeur a changé instantanément. La transaction a pris moins d'1 heure. Conduire cette voiture hors du concessionnaire. C'était une expérience sensorielle que je peux à peine décrire. L'odeur du cuir, le poids du volant, le son du moteur derrière moi. Je n'avais pas l'impression de me la raconter. J'avais l'impression d'habiter enfin ma propre vie. J'ai conduit jusqu'à la côte ce week-end-là. Juste conduit. Pas de destination, pas d'obligation familiale, pas de crise à gérer, juste moi et la route. 6 mois passèrent. Le bruit s'est calmé. Internet est passé au scandale suivant. Mais la réalité de ce qui s'est passé s'est concrétisée. Caleb a accepté un accord de plaidoyer pour l'accusation d'agression. Il a évité la prison de justesse grâce à un avocat commis d'office, car j'ai refusé de payer pour un avocat privé. Il a eu 3 ans de probation, une gestion de la colère obligatoire et 500 heures de travaux d'intérêt général. Mais la vraie sentence était sa vie. Il était inemployable dans le secteur financier. Son nom était toxique. L'enfant prodige était maintenant un homme de 36 ans qui livrait de la nourriture pour une application. Au volant d'une vieille Honda Civic parce que la Lamborghini avait été saisie le lendemain du mariage. J'ai rencontré Émilie par hasard.
C'était un mardi matin en octobre. Je prenais un expresso dans un café près du palais de justice. J'étais là pour un client quand j'ai entendu une voix familière. Joshua. Je me suis retourné. C'était Emily. Elle avait l'air différente. Au mariage, elle avait été une poupée, maquillage lourd, cheveux laqués en un casque, portant une robe qui semblait inconfortable. Maintenant, elle portait un simple trench coat et un jean. Ses cheveux étaient lâches. Elle avait l'air plus jeune, plus légère. « Emily, dis-je. Je vous ai à peine reconnue. C'est le but. » Elle sourit. C'était un sourire sincère, bien qu'il n'atteignît pas tout à fait ses yeux encore. Il y avait encore un traumatisme là. On ne se remet pas d'une humiliation publique en 6 mois. « Comment allez-vous » demandai-je. « Mieux, dit-elle. Je suis en thérapie. Ça aide. » Il s'avère que j'avais un peu un complexe du sauveur. Je pensais que je pouvais le réparer. Je pensais que si je l'aimais assez, la partie colérique de lui disparaîtrait. Nous avons tous les deux fait cette erreur, dis-je doucement. Elle hocha la tête, baissant les yeux sur sa tasse. Mon père voulait le détruire complètement. Vous savez, il voulait s'assurer que Caleb ne travaillerait plus jamais. J'ai dû lui demander d'arrêter. Pas pour Caleb, pour moi. Je voulais juste que ce soit fini. C'est fini, dis-je. Vraiment ? Elle leva les yeux vers moi. J'ai entendu parler de vos parents. Ils vivent dans un appartement d'une chambre dans l'est de la ville maintenant. J'ai entendu ça aussi, dis-je. Je ne leur ai pas rendu visite. Bien, dit-elle avec férocité. Ne le faites pas. J'ai vu les emails que Caleb vous a envoyés. Ceux que vous avez bloqués. Il a essayé de les envoyer par l'intermédiaire de mes amis. Je me raidis. Qu'est-ce qu'il disait ? La même chose que d'habitude, soupira-t-elle. Que vous êtes ingrat. Que vous avez volé son droit d'aînesse. Que vous m'avez monté contre lui. Il n'assume aucune responsabilité, Joshua. 0. Il croit vraiment que vous êtes le méchant de cette histoire parce que vous avez arrêté de payer pour la scène sur laquelle il se produisait. Elle tendit la main et toucha mon bras. Vous m'avez sauvé ce jour-là. Si vous n'étiez pas entré dans cette loge. Si vous n'aviez pas dit la vérité sur l'argent, je serais peut-être resté. J'aurais peut-être cru à ces mensonges sur le stress. Je l'aurais peut-être épousé. Merci. Je l'ai fait pour moi, principalement, admis-je. Ça ne le rend pas moins héroïque, dit-elle. Prenez soin de vous, Joshua. Vous méritez d'être le personnage principal pour une fois. Elle s'éloigna, se fondant dans la foule. Je la regardais partir, ressentant un sentiment de conclusion dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je pensais être tiré d'affaire. Je pensais que le silence de ma famille était définitif, mais les narcissiques ne lâchent pas prise si facilement. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée à mon bureau. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était le script de ma mère, bouclé, décoratif, se voulant élégant mais tremblant sur les bords. Ma secrétaire m'a demandé si elle devait la déchiqueter. Non, dis-je. Je dois la lire. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert l'enveloppe. Une seule feuille de papier ligné bon marché en est tombée. Mon très cher Joshua, je t'écris ceci parce que ton père refuse de le faire. C'est un homme brisé, Joshua. Il reste assis dans son fauteuil toute la journée et fixe le mur. Les médecins disent que c'est une dépression, mais nous savons ce que c'est. C'est un cœur brisé. Nous avons perdu la maison. Nous avons perdu les voitures. Nous avons perdu notre statut au club. Tante Carole essaie d'être gentille, mais sa maison est petite et Caleb dort sur le canapé. C'est indigne. Je sais que tu es en colère. Je sais que nous avons fait des erreurs. Nous n'étions pas des parents parfaits. Mais nous avons tout fait pour la famille. Nous avons essayé de protéger Caleb parce qu'il est fragile. Tu as toujours été si fort, Joshua. Tu n'avais pas besoin de nous comme lui. Nous pensions que tu le comprenais. Nous entendons dire que tu vas très bien. Tante Carole dit que tu as acheté une Porsche. Cela me fait mal de penser que tu conduis une voiture aussi chère alors que ton frère prend le bus pour ses travaux d'intérêt général. Cela ne semble pas juste.
Cela ne ressemble pas au garçon que j'ai élevé. Nous ne demandons pas grand-chose. Juste assez pour avoir une petite location à nous. Juste assez pour aider Caleb à avoir un costume pour les entretiens. Il ne peut pas trouver de travail en ayant l'air d'un mendiant. S'il te plaît, Joshua, sois le plus grand. Sois le fils que je sais que tu es. Amour, maman. J'ai lu la lettre 2 fois. La première fois, j'ai ressenti une lueur de l'ancienne culpabilité, la réponse conditionnée à réparer les choses. Ce n'est qu'une petite location. Je peux me le permettre. C'est triste que papa fixe le mur. Mais ensuite, je l'ai relu. Tu as toujours été si fort. Tu n'avais pas besoin de nous. C'était le mensonge. C'était le poison. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais besoin d'eux pour venir à ma remise de diplôme. J'avais besoin d'eux pour protéger mon fonds universitaire. J'avais besoin d'eux pour m'inviter au mariage. J'avais besoin qu'ils m'aiment, pas mon utilité. Ils ne me voyaient pas. Même maintenant, dans les décombres de leur propre fabrication, ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que mon portefeuille et ma force comme une ressource à récolter pour Caleb. Je n'ai pas déchiqueté la lettre. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée dans mon coffre-fort. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était un reçu. Un reçu pour la transaction que j'avais finalement conclue. Je n'ai pas répondu. Le silence est une réponse. En fait, c'est la réponse la plus forte qui soit. Je suis rentré chez moi ce soir-là, dans mon appartement. C'était calme, mais ce n'était pas le calme vide et solitaire que je ressentais autrefois. C'était le calme d'un sanctuaire. J'avais construit une vie, une vraie. Mes clients me respectaient parce que j'étais bon dans mon travail, pas parce que j'étais le fils de quelqu'un. Mes amis, comme Elena, restaient à mes côtés parce qu'ils aimaient qui j'étais, pas ce que je pouvais leur acheter. J'avais 32 ans. Je n'avais pas de parents, pas de frères, et une liste de contacts téléphoniques bloquée. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. 1 an plus tard, j'étais sur le balcon d'un nouveau condo que je venais d'acheter. Il surplombait la ligne d'horizon de la ville, la même ville où j'avais passé des années à courir pour éteindre les incendies que ma famille avait déclenchés. C'était Thanksgiving. D'habitude, c'était le pire jour de l'année. C'était le jour où je me rendais au domaine, préparé aux insultes. C'était le jour où je regardais Caleb découper la dinde pendant que papa portait des toasts au potentiel de Caleb, ignorant mes réalisations réelles. C'était le jour où je remettais des chèques pour couvrir des dépenses imprévues juste pour maintenir la paix. Aujourd'hui, il n'y avait pas de trajet, pas d'insultes, pas de chèques. À l'intérieur, Elena riait. Elle et quelques autres amis mettaient la table. Il y avait du vin. Il y avait de la musique, du jazz, pas la musique classique guindée sur laquelle mon père insistait. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai pensé à Caleb. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans une agence de location de voitures près de l'aéroport. C'était ironique, vraiment. Le garçon qui avait démoli des Ferrari louait maintenant des Ford Fiesta à des touristes. Je me suis demandé s'il était humble maintenant. Probablement pas. Il racontait probablement à quiconque voulait bien l'écouter qu'il était victime d'une conspiration d'entreprise ou d'un frère jaloux. J'ai pensé à mes parents. Ils étaient toujours dans le petit appartement. Ils survivaient. Ils avaient leur sécurité sociale. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient le récit auquel ils s'accrochaient comme à un radeau de sauvetage. Je me suis demandé si j'étais allé trop loin. Les ai-je humiliés plus que nécessaire? Y avait-il une autre façon de tracer une ligne sans brûler complètement le pont? Le plus délicat quand on se défend enfin, c'est que son corps est tellement habitué au blâme. Il essaie de transformer même votre libération en une autre chose que vous avez mal faite. Mais ensuite, je regarde ma vie maintenant. Je regarde le compte en banque qui grossit parce que je ne le vide pas pour soutenir un mensonge. Je regarde le miroir et je vois un visage qui n'est pas crispé par le stress. Je regarde les gens à l'intérieur de mon appartement. Des amis qui ont vu mes cicatrices et ne m'ont jamais tendu un couteau pour en faire plus. J'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de dire à voix haute quand j'étais dans le brouillard. La famille n'est pas un laissez-passer pour vous faire du mal sans conséquence. L'amour sans responsabilité n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Le pardon est un choix, pas une obligation. Et parfois,
La forme de vengeance la plus puissante n'est pas de crier, d'exposer ou même de partir en flammes. C'est de refuser tranquillement et fermement d'être la personne qu'ils peuvent blesser et sur laquelle ils peuvent compter ensuite pour arranger le récit. C'est à vous de décider quel rôle vous jouez dans votre propre histoire. Êtes-vous le personnage secondaire, le bouc émissaire, le réparateur? Ou prenez-vous enfin le rôle principal et laissez-vous les autres s'adapter ou s'effacer au loin? Après tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu une fin familiale heureuse et parfaite. Je n'ai pas eu la réconciliation larmoyante où ils ont réalisé ma valeur. J'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu une vie où je sais que je peux survivre sans leur approbation. Une vie où mes limites ne sont pas sujettes à débat. Et une histoire qui, pour une fois, m'appartient entièrement. La porte du balcon s'est ouverte. Joshua a appelé Elena. La dinde est prête. Et ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas brûlée. J'arrive, ai-je dit. J'ai jeté un dernier regard à la vue. Le soleil s'était couché et la ville brillait. C'était magnifique. J'ai tourné le dos au ciel sombre et vide et je suis entré dans la lumière, dans la chaleur, dans le bruit des gens qui se souciaient vraiment de moi. J'ai fermé la porte derrière moi, et je l'ai verrouillée. Si vous lisez ceci, peut-être que vous êtes le Joshua de votre famille. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez dramatique pour avoir réagi à la cruauté. Peut-être qu'on vous a tellement édité de votre propre histoire que vous avez commencé à croire que vous n'y aviez pas votre place. Voici la leçon que j'ai apprise à la dure. Vous ne pouvez pas sauver des gens qui sont accros à leur propre dysfonctionnement. Vous ne pouvez pas acheter l'amour de gens qui ne vous voient que comme une transaction. Au moment où vous cessez de jouer votre rôle assigné, la pièce s'effondre. Laissez-la s'effondrer. C'est effrayant de s'en aller. C'est effrayant d'être celui qui dit « ça suffit ». Mais de l'autre côté de cette peur se trouve une liberté que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le moment qui a tout changé pour moi. Pas le moment où j'ai fait mon premier million ou le moment où j'ai acheté la Porsche. C'est le moment où j'ai regardé les gens qui m'ont élevé et j'ai réalisé que j'avais le droit de les dépasser. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir traversé ce feu avec moi. Ce n'était pas facile à revivre, mais ça fait du bien de finalement le déposer.